Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire de Livre Hebdo dédié à la rentrée des éditions Rue de Sèvres et du label 619. Pendant un petit peu plus d'une heure, nous allons balayer le programme, les grands jalons de cette rentrée, de ce premier semestre des éditions Rue de Sèvres et du label 619 en compagnie de certains auteurs. Mais avant toute chose, j'aimerais laisser la parole à Charlotte Mundi, qui est éditrice chez Rue de Sèvres et qui va vous présenter l'heure qui va venir. Bonjour, donc en guise de carte de vœux cette année, et puisque nous n'avons pas pu nous retrouver comme d'habitude à Angoulême pour la présentation des temps forts du premier semestre, on a trouvé un nouvel écrin pour abriter les pépites qui vont fleurir notre premier semestre, donc un plateau tout à fait prestigieux avec des auteurs merveilleux. Et puis la bonne nouvelle, c'est que comme on a Angoulême au mois de mars, on pourra vous en présenter d'autres. Et puis cette année, la nouveauté, c'est que notre route a croisé celle du label 619. Et on a décidé de cheminer côte à côte. Et donc, pour ce qu'on peut désormais appeler l'épisode 1 de la saison 2 des Aventures de Rue de Sèvres, eh bien, écoutez, on va vous laisser découvrir tout ça et j'espère que vous ne regretterez pas d'avoir cliqué pour nous rejoindre. Alors nous allons parler du label 619, mais pas tout de suite. On va démarrer avec Françoise Keuten. J'en profite juste avant pour vous dire, vous pouvez tout de suite, dès maintenant, poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons autant que possible en direct. Déjà, plusieurs questions sont arrivées, donc on essaiera de répondre à certaines. Alors je me tourne vers vous, Françoise Keuten. Bonjour, merci d'être parmi nous dans la rédaction de Livre Hebdo. Vous êtes le co-auteur d'Aquarica. Aquarica, une bande dessinée en 2 volumes, avec Benoît Socal, co-écrite avec Benoît Socal, qui hélas nous a quittés en 2021. Le 2e tome arrive cette année. C'est une histoire d'une jeune femme au pouvoir étrange et très puissante qui dit être née sur une île qui serait elle-même installée sur le dos d'une baleine géante. Il va y avoir des scientifiques, des chasseurs de baleines, beaucoup d'aventures, de l'amour aussi, on ne va pas tout dire, de la magie. On va revenir un petit peu en arrière. C'est un projet qui date déjà depuis quelques années, Avec Benoît Socal, vous aviez envie de vous immerger, j'oserais dire, dans une période révolue, un petit peu, qui fait référence à Melville, à Jules Verne, aux vieilles histoires d'aventure qui met aux prises des hommes et des animaux. C'est ça le cœur de la volonté que vous aviez avec Benoît Socal ? Oui, on avait surtout, je pense, envie de se surprendre. On est amis depuis qu'on est très jeunes. Hein. Et on avait envie de se frotter l'un à l'autre. On passait nos vacances ensemble et on dessinait l'un en face de l'autre. Et puis un jour, il m'a fait cette proposition. Et si on racontait une histoire, si on en faisait un film. En fait, le projet était au départ cinématographique. Et c'était évidemment, je ne pouvais pas refuser ça parce que j'adorais son univers. Et on avait l'impression qu'on pouvait faire des choses. Et donc c'est un univers évidemment un peu en référence, mais il y a plus de 20 ans déjà, sur les inquiétudes qu'on a, sur l'évolution du monde, sur la fragilité du monde. Et c'est vrai que cette métaphore de vivre sur une baleine qui dérive, une baleine qui est en train de bouger et qui a l'air de se réveiller. Oui, c'est sûr que c'était un récit qui m'a beaucoup troublé, parce qu'à chaque fois que les années passaient, comme ça faisait écho un petit peu aux préoccupations du temps. Bon, ce qui s'est passé, c'est évidemment un moment difficile, puisque au moment où il commence le 2e tome, il apprend qu'il est malade. Et c'est sûr que ça a été un parcours difficile, et je sentais bien qu'il n'allait pas pouvoir un jour finir ce livre. Il m'a un peu laissé sa boîte de crayons pour terminer ça, donc c'était en même temps émouvant et en même temps comme une évidence, que ce récit se termine, après 20 ans, qu'on arrive à le clôturer. Donc il y a beaucoup d'émotions autour de tout ça. Alors, avant de revenir au fond peut-être du sujet, et puis à la problématique écologique évidemment qui résonne à la lecture d'Aquarica, vous avez parlé du film, Vous aviez envisagé de faire un film, et tous les deux, vous êtes auteur de bande dessinée, Benoît Socal a créé des jeux vidéo aussi, il a quand même une des aventures, vous avez aussi travaillé de près ou de loin sur l'image à animer, mais ce film, il en est où? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'on le verra un jour? Alors, il y a des storyboards, il y a des esquisses à n'en plus finir, il y a des séquences qui sont vraiment dessinées dans les moindres détails, il y a un trailer, il y a plein de choses, mais le film
n'existe pas, peut-être qu'il n'existera jamais, je ne sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet a gonflé, il était ambitieux. Benoît a une expérience dans le domaine du jeu vidéo tout à fait remarquable, hein. Il a fait des choses magnifiques, Amerzone et puis Siberia qui va arriver bien. Il y en a un 4e qui va arriver qui est somptueux. Donc une très grande expérience de l'image 3D. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur d'autres films. Et donc, on avait le sentiment qu'on pouvait mettre un petit peu nos talents au service d'un projet cinématographique. Il s'est avéré que le projet était trop ambitieux financièrement que pour se concrétiser si rapidement, on est passé par des script docteurs. Je raconte tout ça dans la postface de ce livre des script docteurs, des producteurs. Enfin, ça a été une aventure tout à fait étonnante. Et puis, à la fin, Benoît a dit, bon, ben, j'ai l'impression que ça ne sera pas évident. Et en fait, j'ai envie de voir cette histoire, j'ai envie de la faire, puisque manifestement, elle ne pourra peut-être pas se réaliser sous la forme cinématographique. Et donc, j'étais très surpris parce qu'on avait vraiment pensé pour le cinéma. Et puis voilà, et puis j'ai trouvé aussi formidable que Benoît ait envie d'aller jusqu'au bout et de se l'approprier. Parce que c'est vraiment une histoire où il a pris tout ça et il a dit, mais non, je le fais. Alors justement, vous êtes dessinateur, aussi auteur. Comment vous vous êtes partagé? Parce que j'imagine que tous ces designs, vous les avez co-dessinés ou dessinés chacun son tour. Enfin, on retrouve dans quelques architectures des choses qu'on a vues, peut-être du côté des cités obscures. Mais donc c'est lui qui l'a dessiné au final. Quand même. Donc, tout seul. Là. et j'imagine que vous aviez quand même un œil là-dessus. Il se l'est vraiment approprié parce que ces personnages ressemblent à ce qu'il a pu faire ailleurs, dans Kra par exemple. Ou, comment vous avez vu cette œuvre qui est devenir encore autre chose en devenant une bande dessinée par votre ami? J'avais promis de ne pas jouer la belle-mère et de ne pas avoir un œil au-dessus de son épaule. Non, parce que c'était pas... On n'a pas la même façon d'aborder, on n'a pas le même dessin. Et donc, je lui ai dit, écoute, fais-en ce que tu as envie. Voilà, c'est ce qui me plaît, c'est que tu te l'appropries jusqu'au bout. Et donc, j'ai vraiment découvert les planches au fur et à mesure. Et je ne me suis pas permis de commencer à dire, tiens, j'aurais changé ça. Parce que c'est un ami et parce que je trouve que j'étais heureux surtout de le voir, se réaliser, cette histoire qui avait été comme un monstre du Loch Ness, comme ça, qui ressortait le bout de son nez. Et sur ces 20 années, est-ce qu'elle a changé l'histoire? Parce que parfois, les préoccupations évoluent, le monde... Je pense que les océans ne vont pas mieux maintenant qu'il y a 20 ans. Non. Est-ce qu'elle a évolué quand même ou tout de suite vous saviez où est-ce qu'elle allait aller se terminer et dire ce qu'elle avait à dire? Oui. En fait, on est passé à travers des relectures de script docteurs qui nous ont quand même quelque part secoués, obligés à travailler la dramaturgie. Et par certains côtés, on a appris aussi, parce que c'est toujours intéressant d'être secoué un peu. Mais non, profondément, elle reste sur ses bases, elle est restée sur ses racines, mais évidemment, Benoît y a ajouté des tas d'éléments qui lui appartenaient. Le problème, à un moment donné, c'est que, évidemment, j'ai dû me réapproprier ça, et ça, c'était moins facile, parce que il ne fallait pas non plus que je joue à faire du Sokal, et que je l'imite, et en même temps, si je faisais trop mon style, entre guillemets, enfin, ce que je sais faire, il y aurait eu une rupture. Donc, il fallait trouver un chemin. Ça a été plus compliqué. Il restait beaucoup de pages à terminer pour finir le tome 2. Il a été redoutablement machiavélique, si je puis dire, puisqu'il a vraiment réalisé juste avant les 12 dernières pages, et dont il m'avait donné le storyboard depuis très longtemps. Et puis il m'avait déjà demandé de faire des projets de couverture, Donc tout doucement, le passage s'est fait assez naturellement. Mais c'est vrai que j'avais en mémoire toute l'amitié, toute l'affection, toute la complicité qu'on a eue toute notre vie, presque toute notre vie d'auteur ensemble. Et ça c'était difficile. En fait, il y a toujours des histoires, mais il y a l'histoire de l'histoire. Et l'histoire de l'histoire, celle-là, elle est quand même, elle est carabinée. Pour revenir au fond du sujet, et peut-être pour conclure là-dessus, Aquarica nous dit des choses sur la nature de ce que l'homme veut bien en faire, de ce qu'il en fait, parfois malgré lui, parfois contre elle. J'ai l'impression qu'au fond, il y a une forme, alors sans révéler toute l'histoire évidemment, mais une forme d'optimisme dans le sens où peut-être que si on fait confiance à la nature, c'est peut-être elle qui nous sauvera. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Oui, il y a plein de choses dans ce livre, parce que Benoît était quelqu'un d'assez paradoxal. Il était fou de nature, il était un très bon dessinateur animalier. En même temps, il était chasseur.
je crois qu'il y avait quelque chose de schizophrénique. Et donc on avait toujours des débats assez forts ensemble, parce que je ne suis pas très attiré par cette dimension. Et donc, mais je crois qu'il voyait la chasse comme autre chose. Et je crois qu'il était anti-chasseur chez les chasseurs. Et donc, il y a un peu de tout ça dans ce livre, cette passion, et puis le mystère de cette nature qui nous dépasse et qu'on martyrise quelque part. Et donc, c'est un petit peu essayer de retrouver cette part de fascination et de mystère qui nous entoure, et qui a l'air d'être un petit peu, pour l'instant, soumis à tellement de difficultés. Très bien, merci Françoise Skeuten. Donc rendez-vous le 11 mai en librairie pour voir la suite, le deuxième et dernier tome de Aquarica et découvrir tout ce mystère qui se cache sous cette belle histoire. Merci. Alors, partons maintenant par-delà les mers, à la rencontre d'un auteur qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui à Paris. C'est Cyril Pomès. Pour les éditions Rue de Sèvres, Cyril Pomès avait déjà adapté l'excellent texte de Xavier Laurent-Potty, Le fils de l'ours Harry. Cette fois, il se penche sur une histoire à lui, 100% à lui, une histoire d'ado, très originale, baptisée Moon. Donc Cyril Pomès n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il a pris le temps d'enregistrer une petite vidéo dans laquelle il explique la création de Moon et ce qu'il y a mis, quelque chose d'assez personnel. On regarde ça tout de suite. Je m'appelle Cyril Pomès, je suis auteur de bande dessinée et j'ai écrit et dessiné Moon. J'ai toujours dessiné de la bande dessinée depuis que je suis gamin. Ma grand-mère, quand elle me demandait ce que je voulais faire quand je serais plus grand, je disais de la bande dessinée. Je suis un garçon extrêmement cohérent. Moon est né au détour d'une promenade avec des amis. J'ai aperçu un petit garçon avec cette mèche blanche qui passait en travers de son visage. Et je l'ai tout de suite pris en dessin. Ce qui est rigolo, c'est que dans ces dessins, dans cette double page, il y a déjà tout Moon. Alors évidemment, je vais vous le lire parce que j'écris comme un cochon. Station balnéaire hors saison, des paysages de camping, infrastructures touristiques vidées de leur sens. Ce jeune môme, 11-12 ans, regard noir et mi-clos, quelque chose de désabusé aussi, un regard adulte précoce. Le 26 janvier 2014. C'était ce gamin à l'époque. Et aujourd'hui, de voir des pages, finalement, où il existe, pour moi, c'est un peu vertigineux. Ça se passe dans un coin de la France, dans le sud, du côté de Perpignan. J'ai voulu raconter, en fait, l'histoire d'ados qui vivent là toute l'année. Donc il y avait une notion assez forte au départ d'ennui. La seule chose avec laquelle ils puissent s'occuper, c'est les réseaux sociaux. J'ai fait en sorte que la foudre s'abatte sur l'antenne relais et qu'ils se retrouvent sans réseau et donc sans leur petit téléphone. Évidemment, il y a un garçon et il y a une fille. Elle s'appelle Luna et elle est populaire grâce aux réseaux sociaux. Et puis lui, qui s'appelle Gabriel mais que tout le monde appelle Cosmos, c'est plutôt un marginal au collège. Et puis, il n'a pas les réseaux sociaux. Lui, son père ne veut pas qu'il ait de téléphone, donc ça contribue encore un peu plus à le marginaliser. Luna s'appuie sur une très belle rencontre que j'ai faite et Cosmos, on va dire, me ressemble un petit peu plus dans ce que j'étais au collège. Il n'y a pas de raison au départ que Cosmos et Luna se rencontrent. Tant que les réseaux sociaux sont là. Mais avec la coupure des réseaux, les lignes vont commencer à bouger et il y a des choses qui vont devenir possibles. Et je suis tombé amoureux de mes personnages, vraiment. J'ai eu énormément de mal à les quitter, en fait. Et oui, ils sont agaçants et c'est ce qui les rend aussi attachants. Je garde de ma propre adolescence un souvenir absolument lamentable. J'étais évidemment amoureux d'une demi-douzaine de filles qui ne me regardaient même pas. Normal quoi, le collège. Finalement, d'avoir fait ce livre, je crois, je me suis un peu réconcilié avec ma propre adolescence. Je pense que je me suis un peu sorti des petites hontes ou des petites humiliations que j'avais gardées en créant ces personnages. Je me suis dit ouais, mais en même temps, quand bien même ils seraient ridicules, ils sont tellement touchants. Si tout va bien, j'étais peut-être un peu comme ça aussi. J'ai commencé à écrire cette histoire en plein confinement. Et ces personnages, j'ai senti qu'ils avaient besoin de se marrer, j'ai senti qu'ils avaient besoin de se draguer, de rigoler. Et ça a correspondu aussi à ce moment dans le Covid, où on a pas mal stigmatisé les ados, les mômes, en disant ils font chier, ils sont pas responsables, ils veulent quand même se rencontrer, se draguer. Et pour moi, c'était une telle évidence qu'ils avaient besoin de ça, qu'il y a peut-être eu une envie de leur rendre justice ou de leur dire, bon, l'adolescence, en tout cas pour moi, c'était un âge difficile, mais après ça va, quoi, tout va bien se passer.
Voilà, vous avez découvert Moon présenté par son auteur. À noter que Moon et ses quelques 160 pages ont été colorisées par Isabelle Merlet, qui avait déjà colorisé Le Fils de l'Ours Harris, une grande coloriste, qui a travaillé avec Blutch et Catherine Meurice notamment. Pour découvrir cet album, il faudra attendre jusqu'au 23 mars prochain. Alors, fini les ados et les réseaux sociaux. Retour par ici, peut-être du côté de la Belgique. Et quelques années en arrière avec Joris Mertens. Bonjour. Bonjour. Vous publiez en avril Nettoyage à sec. Le grand public, vous avez découvert avec votre premier album, l'excellent Béatrice. Une histoire assez envoûtante, complètement muette. Et cette fois, vous revenez un petit peu en arrière dans le temps par rapport à nous, dans les années 70. Oui, c'est ça. En fait, on trouve une histoire de... Je vais juste raconter très rapidement et je vous laisse la parole parce que j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire. Mais ça met en scène, non pas cette fois une jeune femme, mais un homme d'âge mûr, François, qui travaille dans une blanchisserie. Qui est-il, ce François ? En fait, François, c'est un peu moi, comme Béatrice d'ailleurs aussi. Oui. C'est un côté de moi qui François est un peu... Il n'est pas très beau. Il est un peu laid et j'ai trouvé que c'est beaucoup plus facile pour moi à dessiner des hommes qui ne sont pas très beaux. Mais aussi, il est chauve, il est, comment on dit en français, comme l'ancien président, là, Trump, qui faisait des cheveux avec une peigne. Une calvitie bien avancée et il fait en sorte que ça ne se voit pas trop. Mais voilà, oui, mais c'était très en vogue dans les années 70. Et il travaille comme chauffeur chez un nettoyage à sec. Chaque jour se déroule un peu de la même façon. Le matin, il va chercher son journal chez Marivonne, qui vend des journaux dans une cabane dans la rue. Et puis il va boire une ou deux bières pour démarrer sa journée. Et puis il roule en camionnette, il fait des livraisons et la vie se déroule comme ça, un peu silencieux. Et un jour, il y a un nouveau collègue à lui qui n'est pas super malin, mais qui lui donne un peu le peur pour son futur chez la firme de nettoyage à sec. Et puis voilà, il y a des choses qui commencent à se dérouler. Mais c'est surtout une histoire sur les sentiments des gens. Il a des sentiments pour Marivonne qui vend des journaux. Marivonne a aussi une petite fille qui s'appelle Romy. Enfin, années 70, Romy Schneider, tout ça. Oui, on voit d'ailleurs dans vos planches, on est vraiment dans les années 70, Taxi Driver, parce au cinéma, Le Vieux Fusil, on voit ces affiches-là, donc on est dans cette relation-là, et François noue des relations très fortes avec Marivonne, avec le cafetier, même avec son patron, et il va lui arriver quelque chose d'assez inattendu, puisque cette histoire va, sans révéler la suite, mais se transformer non pas en chronique de la vie des années 70, mais en polar en fait. Oui, je dis toujours que c'est un polar sans police. Mais c'est dans la veine des films des années 70, des films français avec Delon, comme des films de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, tout ça, des scènes qui se déroulent dans des bois, la nuit dans la ville. Un peu, il pleut toujours, pendant toute l'histoire, il pleut. Et ça m'a permis de construire une atmosphère assez lourde, qui est typique évidemment pour les polars. Et pour la Belgique. Ça c'est vrai, oui. C'est un petit peu un cliché, je me suis dit, de voir cette Belgique extrêmement pluvieuse. Est-ce que c'était vraiment pour l'ambiance? Ça vous permet, parce que on en parle des décors, ça vous permet de faire des très très beaux décors de ville où il se passe assez peu de choses, on voit juste se construire le personnage pas à pas dans une vie assez routinière et un peu triste quand même. Oui, la ville est aussi un personnage et c'est comme dans le film Seven. Là, il pleut aussi tout le temps. Et ça m'a beaucoup aidé. En plus, c'est un élément graphique assez
comment dire, dankbar, remerciant, non qui marche bien. Oui, ça fonctionne bien. Ça donne une autre lumière aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et j'aime bien les tons noirs, comme les films noirs, une atmosphère un peu mélancolique. J'aime bien la mélancolie, mais sans le prononcer. Cette mélancolie, on la voit un petit peu dans la gestuelle de François, dans son regard. Mais on sent aussi que, mais comme pour Béatrice d'ailleurs, vous aimez beaucoup, enfin vous l'aimez votre personnage. Alors vous avez dit que c'était un peu vous, mais peut-être, je sais pas, mais enfin on sent une vraie empathie avec lui. Oui, c'est aussi parce que je veux beaucoup montrer sans l'expliquer avec des mots. Alors forcément là, je dois le montrer avec le corps, avec les positions des mains, chercher des moments dans un mouvement qui transmet la mélancolie ou comment ils se sentent. Et aussi, comme j'ai travaillé dans le cinéma auparavant, et j'ai fait beaucoup de storyboard aussi, ça m'a permis de travailler avec des réalisateurs et vraiment développer une langue de découpage et de juste choisir des moments dans un mouvement qui disent le plus possible de la scène, dans la scène. Vous voyez ça comme un avantage, un bonus d'avoir travaillé dans le cinéma pour faire de la bande dessinée aujourd'hui? Vous conseilleriez ça peut-être Oui, tout à fait. Oui, comme c'est, en fait, c'est un peu un storyboard glorifié. Par contre, dans le cinéma, le storyboard, c'est un moyen à atteindre le film final. C'est un moyen, ici, les dessins sont le but. Mais surtout, ça m'a vraiment aidé à expliquer, à montrer une histoire sans parole. Parce que dans le cinéma, c'est aussi... on dit parfois il ne faut pas le expliquer, il faut le montrer. Oui. Alors, vous parlez d'histoire sans parole. Béatrice était sans parole. Là, dans Nettoyage à sec, il y a des dialogues quand même. Hein? Oui, c'est parce que je ne voulais pas devenir le type qui fait des BD sans parole. D'accord. Mais dans Nettoyage à sec, il y a quand même aussi des séquences sans parole. Ici et là, il y a des moments où on parle. Mais je continue à bien aimer d'expliquer des choses comme ça. Et apparemment, enfin, j'ai senti que quand on voit une histoire sans parole, c'est comme on doit utiliser une autre partie du cerveau. On ne lit pas le texte, on doit comprendre à travers des images. Et on est plus dedans, j'ai l'impression, quand on voit des choses sans texte. Et ça m'a beaucoup plu. Très bien. Alors, 2 albums à forte pagination en un peu plus de 2 ans. Ça y est, vous êtes lancé sur un rythme. On va pouvoir lire des nouveautés de Joris Mertens tous les 2 ans chez Rue de Sèvres. Pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas encore. Comme vous savez, peut-être travailler comme François le sait aussi, faire des BD, on doit se mettre dans une grotte et ne pas sortir, surtout. Sauf pour visiter l'éditeur et discuter, Bien sûr. Donc on verra dans 2 ans. Les drogues de Cro-Magnon ont fait de si belles fresques dans les grottes. En tout cas, il faudra attendre quand même le 20 avril pour pouvoir lire Nettoyage à sec, ce polar pluvieux semi-muet. Sans police. Et sans police, de Joris Mertens. Merci beaucoup d'être venu parmi nous aujourd'hui, François et Joris. Merci à vous. C'est assurément un des événements de l'année pour Rue de Sèvres et même peut-être pour toute la scène BD francophone. Le label 619, celui qui a vu naître Moutafoukas, Shangri-La ou Doggy Bags, s'associe donc avec Rue de Sèvres pour poursuivre son développement. Pour détailler ce rapprochement surprise pour certains, ses motivations et ses objectifs, c'est son fondateur Ron, en duplex des éditions Rue de Sèvres, qui va répondre à nos questions. Alors, le label 619 que vous avez fondé et que vous dirigez avec Guillaume Singelin, Florent Maudou et Mathieu Bablet s'est rapproché des éditions Rue de Sèvres dans un accord d'édition. Pourquoi avoir choisi cette maison d'édition plutôt qu'une autre ? Le label 619 est devenu indépendant en 2019. C'est-à-dire qu'avant, moi j'étais salarié chez Ankama et en 2019, j'ai choisi d'emmener avec moi 4 auteurs que je connaissais depuis longtemps, qui sont Guillaume Singelin, Mathieu Bablet, Florent Maudou.
de manière à pouvoir être épaulé dans mon travail d'édition et aussi prendre une forme d'indépendance. Et c'est vrai que en 2020, on cherchait un nouveau partenaire et on a appris que Rue de Sèvres aussi, de son côté, cherche un nouveau partenaire. Et c'est vrai que pendant un moment, on s'est posé la question de l'auto-édition. On se demandait si on n'allait pas faire de l'auto-édition, mais on s'est rendu compte que c'était un métier vraiment à part entière. Et nous, on est avant tout des créatifs, des raconteurs d'histoires. Et on s'est dit que le travail allait être colossal et qu'il fallait mieux trouver un partenariat avec un éditeur solide. Et quand on a rencontré Rue de Sèvres, on s'est rendu compte instantanément que ça passe d'abord par l'humain. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était des amoureux des livres et que malgré l'image qu'on pouvait en avoir de l'extérieur, ils avaient un petit truc punk qui nous plaisait bien. Et c'est vrai que quand on est sorti de la première réunion avec Rue de Sèvres, c'était évident qu'il fallait bosser avec eux. Ce nouveau partenariat va-t-il changer quelque chose dans votre manière d'éditer les livres ? Alors, le fait de travailler avec Rue de Sèvres va absolument rien changer à notre façon de travailler, dans le sens où on va se positionner en tant que éditeur dans la partie éditoriale, on va dire. C'est-à-dire que nous, on va continuer à apporter des nouveaux projets, on va continuer à récupérer des nouveaux auteurs, à les former, etc. Et Rue de Sèvres va s'occuper de toute la partie, on va dire, plus technique, autour du marketing, autour de la communication, etc. etc. Donc on a trouvé un point d'équilibre qui est vraiment intéressant, je trouve, de manière à ce que nous, on puisse continuer à faire ce qu'on sait faire et que Rue de Sèvres puisse nous apporter son expertise de manière à essayer j'ai envie de dire, de passer la seconde, quoi. Et en termes de volume de production, c'est une question de Joséphine sur le chat, en termes de ligne éditoriale, en termes de fabrication, qu'est-ce qui va changer ? Concernant la ligne éditoriale, il n'y a absolument rien qui va changer. Pour la fabrication, on essaye toujours, pour nous, l'objet, et surtout aujourd'hui à l'ère du numérique, c'est super important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est posé avec Rue de Sèvres pour être sûr qu'on se comprenait. Mais comme c'est des amoureux du livre, voilà, on sait qu'on va aller vraiment vers le must. Et par rapport à la production, au nombre de titres par année, moi, j'ai toujours été client du peu mais bien. Donc, on vise une dizaine de titres à l'année, mais suivi vraiment au taquet. Et l'idée, c'est pas de sortir plein de titres comme ça dans la nature et puis de laisser un petit peu les auteurs tomber, quoi, entre guillemets. C'est vraiment de les accompagner. Nous, notre rôle au label 619, c'est depuis la signature du contrat et même avant, jusqu'à la sortie librairie, on accompagne l'auteur vraiment dans tous les détails. Merci Ron. Alors parlons un peu de vos projets en tant qu'auteur. Moutafoukaz revient en ce début d'année, le livre vient de sortir, avec ses héros, Angelino et Vince, dans un nouvel arc, peut-être un peu plus solaire, où il sera question de réseaux sociaux et de fake news. On reprend Moutafoukaz 7 ans après. Alors, il s'est passé 7 ans dans la diégèse et il s'est passé 7 ans dans la vie réelle. Donc ça, j'aime bien aussi ce petit truc. C'est qu'on les retrouve vraiment 7 ans après. Eux, pendant que nous, on a terminé l'arc 1, ils ont vécu et on les retrouve donc un peu plus vieux. On voit un peu ce qu'ils sont devenus, qu'est devenu Dark Mid City, qui est en pleine gentrification, etc., etc. Et vraiment, la nouveauté dans l'arc 2 de Moutafoukaz, c'est l'émergence des réseaux sociaux. Dans l'arc 1 de Moutafoukaz, il n'y avait absolument pas de technologie, ne serait-ce que ordinateur, téléphone portable ou quoi, ça n'existait pas du tout. J'étais plutôt dans une espèce de rétro-futur, un truc un petit peu à la marge. Et c'est vraiment les toutes dernières pages du tome 5 de Moutafoukaz, donc arc 1, où arrivent les téléphones portables, issus de rétro-ingénierie par rapport à la technologie extraterrestre. Donc là, vraiment, la grosse nouveauté de cet arc 2, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, et le cœur de Moutafoukaz, ça a toujours été les théories du complot. Donc là, maintenant, comment je raconte les théories du complot en 2021 par rapport à ce que j'en faisais en 2006. En 2006, les théories du complot, c'était extrêmement underground. C'était vraiment, on va dire, c'était un péché mignon d'initié, quoi. C'était vraiment un truc qui me plaisait parce que, en termes de gymnastique intellectuelle, ça se rapprochait de l'Uchronie. Moi, j'ai jamais adhéré, j'ai jamais cru à ces trucs-là, mais je trouvais que c'était intéressant en termes fictionnels, tout simplement.
Là, en 2021, je trouve qu'on peut plus raconter, on peut plus jouer avec les théories du complot comme en 2006, parce que c'est devenu extrêmement mainstream. Les théories du complot, elles sont déjà, bon, le terme en soi est assez vaste, mais je veux dire, la théorie conspirationniste est devenue extrêmement mainstream. Et on s'en rend compte aujourd'hui avec la crise du Covid. J'ai même l'impression que sur les réseaux sociaux, on est à deux doigts de la guerre civile, juste sur l'idée du vaccin, sur le traitement du vaccin. Donc on est arrivé à un tel niveau de polarisation au sujet de tout et de rien. Comment traiter ça ? Comment traiter ? C'est vraiment ça qui m'a intéressé dans cet arc 2 de Moutafoukaz, parce que le complot dans Moutafoukaz fait partie de la diégèse. Donc comment, entre guillemets, lutter contre les fake news tout en soi-même ayant créé une vraie fake news dans l'arc 1, tel est le défi. Alors, on vous verra aussi signer cette année un album très noir, je crois, avec Florent Maudou. Je suis actuellement aussi en train de travailler sur un projet qui va sortir cette année, qui va s'appeler A Short Story. Et il sera question de l'affaire du Dahlia noir, que tout le monde pense connaître. Il y a eu énormément de choses, de livres qui sont parus à ce sujet. Mais je me suis rendu compte avec Florent qu'on connaissait tout du meurtre, dans ses moindres détails sordides, mais qu'Elizabeth Short, on ne savait pas grand-chose d'elle, en vérité. Même le roman d'Elroy, c'est une fiction et ne dit rien sur qui était Elizabeth Short. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné parce que quand on tape son nom sur Internet, on tombe sur une fille coupée en deux, nue, complètement dégradée. Et ça m'interroge parce que je me dis, mais cette fille qui voulait être connue est connue aujourd'hui, c'est fou, on est en 2022. Le fait d'être à ce point figé dans la mort, c'est quelque chose que je trouve à la fois fascinant et aussi très dérangeant. J'ai commencé à me renseigner, ça a commencé par la déclassification du dossier du FBI, où tous les noms barrés sont réapparus, donc ça a commencé par étudier le dossier du FBI, et puis progressivement, j'ai commencé à y voir plus clair, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien à cette histoire, même en ayant lu énormément de livres, et surtout les journaux de l'époque. En ce moment, je suis en train d'éplucher les journaux de l'époque de tous les États, donc c'est carrément une enquête, je veux dire, dans ma façon de travailler, dans ma façon d'écrire le scénario. Et Florent, lui, c'est pareil, c'est-à-dire que on cherche vraiment à montrer le Los Angeles qui a fasciné Elizabeth Short, et non pas une espèce d'image d'Épinal du Los Angeles. Donc c'est un Los Angeles d'après-guerre, donc ça passe aussi énormément par la recherche de photos de l'époque. Donc on envoie des mails carrément aux hôtels où elle est passée pour avoir des photos de à quoi ressemblait le hall à cette époque-là, etc., etc. Donc c'est un travail de reconstitution historique. Et là-dedans, Florent excelle parce que voilà, il a une maestria graphique exceptionnelle et il arrive à retranscrire avec des photos d'Elizabeth Short ses expressions de visage, qui elle était même dans sa gestuelle. Enfin, c'est assez fascinant et je pense que c'est un des titres. C'est le projet le plus complet, à mon avis, qui existera sur la vie d'Elizabeth Short et non pas sa mort. Merci Ron, hâte de découvrir tous ces nouveaux projets. Je signale à tout le monde que Moutafoukaz 2, le nouvel arc de Ron, est déjà sorti. Voilà. Mais également, puisque 1619 ne va pas sans l'autre, le 7e tome de Funérailles, donc la suite de la série de Florent Maudou, également disponible. Et nous allons en parler plus longuement avec son auteur, mais voici le nouveau Low Reader, nouvelle série de collectif qui est également sortie. Et nous allons donc poursuivre cette exploration du catalogue 619 avec l'une des 4 têtes de cette hydre. J'ai nommé Guillaume Singelin, je rappelle, à côté de Ron, Florent Maudou et Mathieu Bablet, Guillaume est le 4e éditeur. Vous êtes, Guillaume, l'auteur de PTSD au label 619, aussi le co-auteur de The Grocery, ouais. La série avec Aurélien Ducoudray. Mais donc vous êtes venu nous parler spécifiquement de cette sortie, ouais. Low Reader, un ouvrage collectif d'horreur et de sensations fortes qui sort donc au label 619 chez Rue de Sèvres. Comment vous pouvez présenter ce projet en quelques mots ? Low Reader, c'est une anthologie d'horreur. C'est 3 histoires, une nouvelle écrite.
c'est explorer trois histoires qui ont une fin. Donc c'est un terrain d'expérimentation et une narration autour de l'horreur, de faits divers, d'épouvante. Alors, ce numéro-là de Law Reader numéro 1 est sous le signe du corbeau. Je n'en dis pas plus, on va laisser les lecteurs découvrir pourquoi. Trois histoires. La première, Devil's Key de Mudd et Gilles Alberti. La deuxième est écrite par Ron et dessinée par vous-même. Et la troisième, She-Wolf and Cube, c'est une histoire de Florent Maudoux qui reprend un de ses personnages fameux de Massico. Alors, Law Reader, entre nous, ça ressemble beaucoup à Doggy Bags quand même, qui était la précédente anthologie du label 619, avec, je crois, quelques 17 volumes, si je ne me trompe pas, avec toujours 3 récits d'horreur ou fantastique. Bon, mais pourquoi ça ne s'appelle pas Doggy Bags, la suite, alors? Je pense qu'on avait besoin un peu d'une sorte de renaissance dans le projet, même s'il est très proche dans son ADN, dans sa forme, mais on avait besoin un peu de se renouveler. C'est aussi... Tu l'évoques, le corbeau, voilà, on a introduit Lazare qui personnifie concrètement ce projet d'anthologie. On avait besoin de ce personnage voilà, on découvrira comment il intervient, mais c'était important pour nous. Puis pour nous, c'est aussi un nouveau souffle aussi, parce que c'est un projet qu'on aime beaucoup, mais ça fait comme 17 numéros. Donc c'est toujours bien de se challenger, de se relancer un peu dans la formule, trouver des nouveaux trucs. Donc voilà pourquoi le Reader. Alors, est-ce que chaque numéro sera thématique? Est-ce que ce sera toujours de l'horreur? Comment ça va se passer? Le Reader, en fait, c'est tout comme l'était de Doggy Bags, c'est de l'horreur, mais c'est aussi des récits pulp, c'est aussi des récits qui vont parler souvent qui vont être basés sur des faits réels ou des histoires concrètes de la vie de tous les jours. Donc c'est pas que de l'horreur, c'est de l'exploitation plus généralement. On va avoir des thèmes, des numéros qui seront plus généraux. Il y en a certains qui seront peut-être thématiques, parce qu'il y a aussi, c'est ça aussi, le Reader, c'est beaucoup d'auteurs, beaucoup de sujets, donc des fois il y a des conjectures où il y a plusieurs auteurs qui vont travailler sur le même sujet, et ça va faire un numéro un peu spécial, donc on va alterner un peu en fonction de ce qu'on a sous la main. On retrouve ce qui faisait aussi le charme de Doggy Bags à l'époque, c'est la partie un petit peu fabrication, c'est-à-dire très soignée, ouais. Il y a du noir et blanc de la couleur, il y a un poster aussi, ça fait partie de... Ça, c'est la marque de fabrique 619. Ouais, c'est pour ça, moi je trouve que le Reader, c'est un bon représentant de l'ADN du label. Souvent on nous demande qu'est-ce que c'est le label, et je pense que le Reader, c'est un bon exemple, parce qu'il y a à la fois un côté créatif très poussé, où il y a vraiment 3 histoires avec 3 styles de dessin, mais c'est aussi la fabrication du bouquin, c'est aussi des articles qui viennent à chaque fois enrichir les histoires. Et c'est un truc qui nous tient à cœur, parce que l'idée du label, c'est de raconter des histoires qui vont nous divertir, on va se faire plaisir, on va avoir de l'épouvante, des frissons, de l'émotion. Mais c'est aussi des sujets qui vont avoir une vraie densité dans le réel, et c'est bien d'avoir une sorte de porte d'ouverture sur plein de sujets qu'on n'aurait pas pensé au début, quoi. Alors justement, parlons de votre histoire avec Ron. Monsieur Sato, ça se passe au Japon, et il est question d'un cadre qui travaille dans une entreprise un peu lambda et qui est transparent, voire invisible aux yeux de tous. Et évidemment, il en souffre, et il y a aussi une histoire d'arme, et il a besoin d'une arme. Voilà, on ne va pas forcément en dire plus. D'où elle est venue cette histoire d'un personnage comme ça, quasiment transparent? C'est déjà moi l'idée de faire un récit qui se déroule au Japon. Moi j'ai vécu au Japon pendant une année, donc c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. C'est assez fascinant visuellement. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais faire. Et justement, le Reader, c'est un bon moyen d'expérimenter sur un sujet court. Donc il y avait vraiment ça qui m'importait, et c'est vrai que c'est le sujet des salarymen, de ces personnages ces gens qui sont en costume noir, cravate noire, on les voit tout le temps à chaque coin de rue, et c'en est presque symbolique, presque hypnotisant quand on est au Japon. On se dit, qui sont ces personnes-là? Ils sont presque anonymes, quand même, ils se ressemblent tous. Enfin voilà, quand on a une sorte d'image un peu symbolique, et c'est vrai qu'on voulait un peu creuser ce type d'archétype qu'on a au Japon. Avec aussi la thématique des armes à feu, qui est complètement différente en termes juste de législation par rapport aux États-Unis. C'est ça, ouais. Qui est creusée donc dans l'histoire, et qui est expliquée dans les fameux articles qui viennent tout à fait, en complément. C'est vrai qu'on a beaucoup de récits qui vont souvent traiter des États-Unis dans le Reader, enfin dans le Reader ou dans Doggy Bags. Et les armes à feu reviennent souvent forcément dans les histoires un peu d'épouvante ou de crime, c'est un sujet qui est assez classique. Mais c'est vrai que le Japon, non, c'est un pays où la criminalité n'est pas la même, les armes à feu ne sont pas tournées de la même façon, il n'y a pas les mêmes lois. Donc c'est un nouveau truc à découvrir, et
justement je parlais des articles, c'est que moi en écrivant l'histoire, du coup ça me pousse à m'intéresser à ce sujet-là et forcément cette documentation qu'on fait, ça donne envie de l'écrire après noir sur blanc pour donner une clé de lecture à l'histoire. C'est une histoire qui est, j'allais dire, presque noir et blanc. Enfin, c'est dans des tons vraiment très, très sombres, avec très peu de couleurs. À l'inverse, un petit peu quand même d'une imagerie du Japon qu'on imagine beaucoup plus colorée, même si évidemment dans le manga, voilà, c'est noir et blanc. Pourquoi ce choix graphique très, très granuleux, presque charbonneux pour représenter ce Moi, Japon? Je pense que c'est venu de mon plaisir sur le cinéma japonais. Et notamment, moi l'histoire, parce que moi j'avais un peu pitché l'histoire à Ron et après on l'a coécrit ensemble. Moi je me suis beaucoup inspiré d'une histoire qui s'appelle Bullet Ballet, qui est voilà, un film noir et blanc très granuleux, très, très fort. Moi je sais que j'aime beaucoup les films de Kurosawa en noir et blanc parce qu'il y a vraiment un grain qui est très, très marquant. Et finalement on comprend aussi le manga avec ce travail du noir et blanc. Donc finalement c'était assez cohérent de travailler sur quelque chose de très quasi monochrome et pas partir d'une couleur très florissante. Très bien. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Doggy Bags était aussi une forme de laboratoire pour jeunes auteurs, la manière d'essayer des choses, d'essayer des thématiques ou des genres. Est-ce que le Reader sera aussi ce laboratoire, cet endroit pour accueillir des nouveaux projets, des nouvelles signatures? Ouais, complètement. C'est vraiment notre but avec ce projet-là. Effectivement, c'est un bon moyen pour des auteurs confirmés de tester un nouveau truc, de faire peut-être une sorte de petite bouffée d'air sur un projet. Mais c'est surtout avant tout pour découvrir de nouveaux auteurs. Moi, je sais que j'ai un peu aussi démarré avec ça. Mathieu y est passé, Florent y est passé. Donc, quasiment tous les auteurs du label passent par Doggy Bags et futurement sur le Reader. Parce que c'est un super moyen pour un auteur qui n'a pas d'expérience de tâter la BD, de voir un peu tous les aspects que ça demande au niveau du travail, du travail avec les éditeurs. Et tout ça sur un format qui est assez convenu, qui est 30 pages. C'est vrai que lancer un auteur qui n'a pas d'expérience sur un 200 pages, c'est toujours un peu plus risqué pour l'éditeur et pour l'auteur. Donc c'est un super galop d'essai et c'est vraiment un truc où il fait une petite histoire, peut-être une deuxième, et puis après, hop, il y a peut-être un projet plus long qui en découlera. Donc nous, ça nous a toujours importé de découvrir de nouveaux auteurs, parce que moi j'ai démarré aussi comme ça. Et c'est vraiment l'ADN du label, c'est vraiment de trouver des auteurs un peu atypiques. Et là aujourd'hui, en tant qu'éditeur, comment vous répartissez le travail avec Run, Mathieu Bablet, Florent Maudou? Alors là, sur le cas de le Reader, c'est Run qui chapeaute le projet de manière générale. Mais après, en fait, chacun de nous, en fait, on va avoir des contacts avec des auteurs et en fonction de la sensibilité des histoires, des personnes aussi, on va un peu chapeauter chacun un auteur qui va nous correspondre. Moi, je sais que sur le futur le Reader, je travaille avec un jeune auteur dans sa première BD. Mais parce que je me suis bien entendu avec lui, parce que j'ai écrit une ébauche de scénar qu'il a retravaillé. On avait bossé avec Ran aussi. Et voilà. Donc, moi, je m'occupe de cet auteur-là. Donc, c'est un peu... En fait, on a un fonctionnement qui est assez organique. Il n'y a pas un truc très carré de qui fait quoi, mais c'est un peu les sensibilités. Je sais que Mathieu, c'est vrai que les histoires de science-fiction, il est assez à l'aise avec ce domaine-là. Donc, si on a des auteurs qui vont aborder ça, il sera plus apte à les driver. Très bien, merci beaucoup Guillaume Singelin. Alors pour conclure sur ce chapitre assez excitant sur le développement du label 619, notons, je vous le rappelle, que vient de sortir le 7e tome de Funérailles de Florent Maudou. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, et c'est pas bien, Florent Maudou a réussi la parfaite synthèse des influences manga, comics et BD dans sa grande série Freak Squill. Mais aussi les influences des comics, des jeux vidéo et du cinéma d'animation. Funérailles, c'est un spin-off de Freak Squill, mais qui prend une ampleur inattendue. Donc voilà, un 7e opus chez Rutsev qui ouvre un long arc final, peut-être, on verra. Toujours très sombre et majestueux graphiquement. Bon, calmons un petit peu le bruit et la fureur de ces nouveaux punks chez Rue de Sèvres avec le label 619 pour évoquer maintenant la partie jeunesse de la production des Rue de Sèvres avec Manon Rivis. Bonjour Manon, bonjour. Vous êtes libraire chez BD Lire à Tours et vous venez de nous parler d'une nouveauté. C'est ça, donc c'est un peu notre coup de cœur jeunesse, la nouveauté donc Babyface d'Olivier Balaise, qui est une adaptation du roman éponyme de Marie Desplechin, roman en fait qui raconte l'histoire d'une jeune fille, Nejma, qui vit dans une banlieue
qui est assez isolée, solitaire, qui représente un peu l'anti-cliché de la jeune fille sur le plan qu'on l'attend, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise élève, elle est assez forte, les épaules larges, elle parle mal, elle donne pas envie d'aller vers elle et surtout c'est la personne qu'on aime détester. Sauf qu'elle a un ami, heureusement, qui s'appelle Freddy, qui est son voisin de palier. Freddy qui se passionne du catch. Toute l'école d'ailleurs se passionne en fait du catch, donc cet art, ce sport chorégraphié. Sauf qu'un jour, eh bien, en fait, ça dégénère en fait, à l'école. Il y a une bagarre et suite à cette bagarre, un des élèves, Jonathan, est envoyé à l'hôpital puisqu'il tombe dans le coma. Et Nejma est la coupable identifiée, celle sur qui il est facile de pointer le doigt. Et voilà, c'est une belle histoire à la fois d'amitié, deux personnages quand même assez forts, anti-clichés aussi, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup aimé, qui dresse un portrait d'une jeune fille qui va essayer de se relever avec l'aide de ses amis. Et c'est aussi le portrait d'un territoire en fait. C'est ça qui est aussi assez fort et le dessin d'Olivier Balèze nous a beaucoup touchés aussi. C'est le portrait d'une cité, d'une banlieue et montrer comment en fait un territoire peut enfermer, comment un territoire peut être violent aussi. C'est très fort, très beau. C'est vraiment un bel ouvrage qu'on a vraiment apprécié. Alors c'est pas du tout misérabiliste, hein. C'est touchant, très touchant, mais c'est pas l'enfer de la banlieue ou je ne sais quoi. Hein. C'est ça, c'est un message très positif qui vient aussi du discours de Marie Desplechin et c'est vraiment l'ouvrage qui est tout public et qu'on apprécie pour ça. Très bien, merci Manon. Alors on va rester avec Marie Desplechin, même si elle n'est pas là sur ce plateau, mais on va parler de cette série verte, pomme et bientôt mauve avec Magali Lehuche. Bonjour Magali. Bonjour. Vous avez adapté en bande dessinée les romans de Marie Desplechin, donc je les remontre, hein, verte, pomme et donc mauve qui arrive, une série de sorcières, d'humour et d'enfants quand même. D'enfants, d'amitié, de passage d'un âge vers l'autre, Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'héroïne, la première en tout cas, celle qui ouvre cette série, qui est donc verte, qui est elle ? Alors verte au début, donc le premier volet, elle a 10 ans, je crois. C'est ça, c'est au moment de passage elle n'est pas encore en 6e, elle est en CM2. Après, elle va passer en 6e, donc elle évolue de pomme et puis après mauve, on la voit un peu grandir. Et donc, elle a l'âge où, normalement, elle est censée devenir sorcière. Donc voilà, on peut comprendre ce qu'on veut de ce que ça veut dire de devenir sorcière. Et donc, sa mère vraiment tient à ce qu'elle développe ses pouvoirs. Mais Verte ne veut pas. Et malgré elle va quand même être obligée de faire avec son héritage de sorcière. Et va plutôt se tourner vers sa grand-mère. Donc, il y a vraiment une histoire de mère-fille. Mais va arriver après les pères et les grands-pères quand même. Parce qu'on a une place très importante à la suite dans Pomme et puis dans Mauve encore plus. Et donc voilà, et on la voit grandir, évoluer. Puis Mauve a un ton un peu plus grave, je trouve. Alors voilà, c'est ça. Hein, on a quelque chose d'assez léger dans Verte et Pomme, même si c'est l'affirmation d'une enfant qui se dit qu'elle peut faire comme elle l'entend. On reste dans des histoires d'amitié, de jeux, beaucoup de jeux, hein, d'incarner des choses, ou d'échafauder des histoires d'amour entre grands-parents, c'est assez mignon. Dans Mauve, le ton change un petit peu quand même. Alors, il change, il y a quand même toujours... on reconnaît quand même vraiment encore, les personnages sont vraiment les mêmes, mais il y a une gravité peut-être, quelque chose, une intensité qu'il y avait peut-être moins, en tout cas... je trouve, parce que tout d'un coup, on est beaucoup plus dans le monde parallèle, le monde, l'entre-deux-mondes, il y a les ténèbres qui sont beaucoup plus présents. Voilà. Alors peut-être, ça va aussi avec l'âge, la transformation de l'âge et des personnages. C'est assez cohérent, en fait, finalement, qu'il y ait cette gravité qui arrive, qui était quand même un petit peu là, mais peut-être moins développée. Comment ça s'est passé cette collaboration, enfin ce travail sur le texte de Marie Desplechin? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de les adapter ou c'est les éditions Rutsev qui sont venues Alors les chercher? c'est Charlotte Moodley qui est venue d'abord me demander si j'avais envie de travailler sur Verte de Marie Desplechin. Alors évidemment c'était un peu un cadeau quoi, parce que oui j'avais même pas pensé parce que mais ouais j'avais lu Verte, j'avais pas lu Pomme, Mauve il n'existait pas encore je crois, et donc elle nous a fait nous rencontrer.
Et voilà, il est difficile de pas comment dire, accrocher avec Marie et de pas l'admirer. Voilà, je trouve que c'est une personne qui est incroyable et qui écrit hyper bien, c'est savoureux, et de donner forme et trait à ses dialogues, voilà, c'est vraiment un plaisir. Et voilà, donc c'est une rencontre en plus d'un travail. Elle vous a laissé libre adaptation? Parce que adapter un roman, c'est pas si simple. Est-ce que ça a été facile de s'immiscer dans ces mots à elle? Eh ben oui, alors c'était vraiment très agréable de donner forme à ces dialogues, à ces mots. Et puis elle m'a fait complètement confiance. Ouais, c'est vrai que vraiment, dès le début, elle est présente si jamais j'ai besoin. Mais j'ai vraiment eu l'impression que voilà, c'était une transmission de projet, que c'était à moi d'en faire quelque chose. Et puis moi, je tenais vraiment à garder les dialogues, je tenais à garder les mots de Marie, même si parfois il faut essayer que ce soit un peu plus dialogué et pour la BD. Mais enfin voilà, il y a vraiment une confiance de son côté qui était très nécessaire et agréable, pour pouvoir me sentir libre, et voilà, je me suis sentie. Donc, Vous avez jamais fait relire des passages que vous pensiez peut-être un peu compliqués, ou votre interprétation d'une séquence? Alors on a donné un peu, au début on s'est posé les questions ensemble avec Charlotte, avec Marie, de savoir, parce que le roman il est construit d'une certaine façon, c'est-à-dire que chaque personnage donne sa version de l'histoire, et l'histoire avance au fur et à mesure du point de vue des personnages. Et donc on s'est dit non, il faut qu'en BD ça soit linéaire, il faut refaire, voilà, il fallait que je reconstruise juste le plan pour que ce soit l'histoire, que je raconte l'histoire de manière linéaire, pas donner chaque point de vue comme dans le roman. Donc ça, on s'est vraiment mis d'accord ensemble. Et puis après, voilà, je me rappelle même plus les choses se sont faites hyper simplement en fait. Voilà. Ouais. Et est-ce que quand vous avez dessiné les premiers personnages, Marie Desplechin, elle les a reconnus ou j'ai l'impression. Ouais. Elle est assez fine pour ça, parce qu'elle m'a jamais. J'ai toujours eu l'impression qu'on s'accordait là-dessus, et que c'est. Ouais, j'ai eu l'impression en tout cas qu'elle les reconnaissait, et c'est vrai que c'est assez agréable. Marie, elle donne pas forcément de description, mais dans les dialogues, on visualise les personnages. Ils sont vraiment tellement vivants que c'est génial pour un dessinateur en fait. Donc voilà. Donc on s'est. Enfin, en tout cas, moi, j'adore l'univers de Marie, donc peut-être on s'est trouvés. En tout cas, moi, je me sens bien dans son univers, quoi. Est-ce que vous pourriez adapter d'autres romans de Marie Desplechin que cette scène? Bien sûr, je sais pas, c'est pas d'actualité, mais évidemment, j'aimerais bien continuer. Pourquoi pas? Avec plaisir. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, mais si vous étiez une sorcière, est-ce que vous auriez un sort préféré à jeter à quelqu'un, ou un pouvoir que vous aimeriez posséder? Le pouvoir, je sais que Marie sera d'accord avec moi, parce que c'est elle qui m'avait évidemment donné l'idée, et ça serait de pouvoir guérir de toutes les maladies possibles. Après, un sort, faut que je réfléchisse. Alors, on en parlera peut-être à la sortie du prochain. Très bien. Merci Magali d'avoir répondu à ces questions. Mauve sort le 20 avril, et ce sera donc la fin de cette série pour le moment. Merci beaucoup. Alors après une histoire d'homme, un bruit étranger beau ou encore The End, Zep revient chez Rue de Sèvres avec un nouveau one-shot à destination des adultes qui creuse encore une fois et d'une autre manière des questions existentielles, voire métaphysiques, sur la nature de l'homme, son rapport à la société, à la nature ou aux machines. Son titre est à la fois simplissime et vertigineux, Ce que nous sommes. Car il y sera question de l'humain, oui, mais aussi de l'humain augmenté ou amélioré. Zep est en direct avec nous depuis son atelier en Suisse. Bonjour Zep, vous nous entendez? Bonjour. Bonjour, merci. Je vous entends bien. Oui, on vous entend très bien. Merci de bien vouloir répondre à nos questions autour de Ce que nous sommes qui sortira le 16 mars. Alors, je ne vais pas tout dire de cette histoire parce que c'est bien de garder quand même pas mal de surprises, mais dans le monde que vous avez imaginé, qui ressemble quand même pas mal au nôtre sur certains points. Les humains les plus riches ont accès à des choses nouvelles, c'est-à-dire les implants cérébraux, une sorte de deuxième cerveau, comme vous l'appelez, pour augmenter leur savoir ou leur capacité intellectuelle ou physique. Et c'est le cas de votre héros, Constant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage et comment lui est-il
je sais pas comment dire, augmenter, connecter, améliorer? En fait, tout ça est parti d'une info autour d'un projet scientifique qui est en cours, qui s'appelle le Blue Brain Project, et qui consiste à réaliser la réplique du cerveau humain en numérique. Et alors évidemment, le budget a été surtout donné pour une recherche scientifique autour de la médecine, pour comprendre tout ce qui est maladie neurologique. Mais on peut tout à fait imaginer que ce cerveau, alors actuellement c'est une énorme machine qui consomme une énergie phénoménale, mais on peut imaginer que dans un avenir relativement proche, on aurait la possibilité d'avoir des cerveaux comme ça assistants auxquels on serait connecté, hein, qui serait déjà un peu une manière de ce qu'on vit avec nos téléphones qu'on questionne tout le temps qui ont remplacé en partie nos mémoires. On mémorise beaucoup moins de choses qu'il y a 20 ans. À ce moment-là, au lieu de passer peut-être 10 ans ou 15 ans à l'école pour apprendre péniblement des rudiments dans 4 autres langues, il suffirait d'une minute pour télécharger toutes les langues de la planète, l'ensemble du savoir actuel encyclopédique, et puis aussi pour vivre énormément d'expériences sensorielles. Ce qu'on cherche à faire actuellement avec des casques VR, là on pourrait le faire en donnant l'information et l'ordre directement au cerveau. Donc ressentir le froid, le chaud, la tristesse, la fatigue, la violence, sans qu'on ait d'impact physique. Donc le personnage vit cette réalité-là, et le monde est coupé en deux. Une partie, on accentue un peu ce qu'on vit déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens fortunés qui ont accès à cette vie-là, mais actuellement la réplique d'un cerveau humain, un cerveau numérique consommerait l'énergie presque d'une ville comme Paris pour un cerveau. Donc effectivement, on a du mal à imaginer que ça se démocratise, mais on peut aussi imaginer qu'on trouve des nouvelles sources d'énergie, mais que l'ensemble de l'énergie de la planète serait utilisée pour ces projets-là, et que le reste de la population devrait en quelque sorte se démerder en vivant dans la forêt avec des moyens assez rudimentaires. Donc lui fait partie de ces humains augmentés qui ont un cerveau assistant, et puis parce qu'il faut toujours que ça dérape dans une histoire de fiction, sinon c'est pas très intéressant. Disons que le crime va aussi s'adapter à cette nouvelle société. Donc il y a des gens qui piratent ces cerveaux, et lui va avoir son cerveau piraté et va en quelques minutes perdre tout ce qu'il a chargé, ce qui n'est pas acquis en fait. Il en a fait l'expérience, mais il n'y a pas une acquisition longue. Donc il va perdre la faculté de lire, de s'orienter, même de parler correctement. Et il va se retrouver complètement perdu en sachant plus non seulement qui il est, où il habite, et se débrouiller, comment se comporter avec les autres. Et donc il va essayer de regagner petit à petit ce qu'il avait en gros téléchargé en quelques secondes, qui demanderait des dizaines de vies pour en avoir l'acquisition. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et c'est là où on touche le cœur du sujet, c'est-à-dire que Constant est un homme amélioré, puisqu'il parle couramment coréen et vit des expériences incroyables avec son implant, mais sans son implant, ou en tout cas sans son implant en fonctionnement, il est un autre homme qui a désappris ou qui n'a jamais appris les rudiments de ce que c'est qu'être en société, même de se dire bonjour simplement ou d'embrasser une femme. Voilà, et puis et même il a vécu énormément de choses dont il a un vague souvenir, mais il est incapable de savoir si ces souvenirs-là sont réels ou si ça a été des choses qu'il a uniquement vécues comme une expérience sensorielle, comme on regarderait un film aujourd'hui ou on ferait un jeu en VR. Et c'est une question qui est ouverte parce que même les gens qui travaillent sur ce projet Blue Brain savent pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va tellement rendre les expériences virtuelles proches de la réalité, que notre cerveau fera peut-être plus la différence. Donc après, quand on commence à avoir des problèmes, que les souvenirs mélangent, que la mémoire mélange les souvenirs, ce sera très compliqué de savoir si vous avez vraiment écrasé plein de gens dans GTA,
ou si, si vous avez vraiment été un serial killer. Donc on va être face à ce genre de questions dans quelques années. Et puis cette question de l'extension cerveau, elle est déjà actuelle puisqu'on voit que la nouvelle génération et même déjà nous, on a perdu des facultés de mémoire parce qu'on les délègue à notre téléphone et à notre ordinateur. Donc on n'a plus besoin de faire cet effort-là et donc on en perd la capacité. Et on est la première génération dont le QI moyen a baissé par rapport aux je sais pas, 50 générations qui nous ont précédé, où il y a toujours une constante évolution, et là on est en train de redescendre un petit peu, parce qu'on n'en a plus vraiment l'utilité en fait. On délègue beaucoup à la robotique, à l'informatique, et donc on perd, nous, des facultés. Oui, ce que vous me suggérez aussi dans cette forme de danger, de développement d'un plan qui consommerait énormément d'énergie, c'est que le jour où il n'y a plus d'énergie, où ça se débranche, eh bien, l'humain n'est plus du tout augmenté, il est carrément diminué. Ce serait même un risque potentiel d'extinction si on va plus loin. Complètement, ouais, ouais. On est déjà dans cette idée qu'on est on est de plus en plus des humains assistés, en fait. On est assistés par nos ordinateurs, nos téléphones, enfin toute l'informatique qui maintient beaucoup de choses pour nous. De plus en plus, on est en train de trouver des solutions, des prothèses qui seront pilotées par des implants numériques qui nous permettront aux gens qui ont une amputation d'avoir quand même un membre qui est piloté par leur cerveau. Alors, on est encore dans quelque chose d'assez rudimentaire par rapport à ça, mais c'est une science qui avance très très vite. Et puis c'est une science qui est comment dire, qui est contrôlée, maîtrisée par une toute petite poignée de gens sur Terre. Et en fait, tout notre savoir actuel, il est entre les mains de très peu de gens. C'est-à-dire que si tout à coup les quelques puissants qui gèrent ces grands groupes d'informatique décident de retirer la prise, on est un peu une bande de cons. Donc c'est quelque chose qui est à la fois fascinant, intéressant, flippant. Enfin, pour un auteur de fiction, c'est de toute façon génial parce que on est vraiment une génération, on est à une époque où l'humain devient un humain assisté, et donc on remet notre destinée et nos vies entre les mains de quelques personnes sur Terre. Et puis bon, on espère tous qu'elles seront bienveillantes, mais on sait bien qu'elles sont pas là que pour notre bien-être, quoi. Il y a une idée de profit évidemment là derrière, et et que si à un moment, au fond, nous, on n'est plus vraiment utile dans l'équation, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va nous conserver? C'est pas certain. Donc voilà, c'est le genre de questions qui sont intéressantes à poser dans les récits de fiction. Là, sur ce récit-là, moi, je suis allé rencontrer, j'ai eu la chance de pouvoir travailler un petit peu avec Pierre Magistretti, qui est un des neurophysiciens qui a travaillé sur ce projet, qui a dirigé ce projet Blue Brain pendant quelques années. Et lui m'a raconté énormément de choses là autour, et effectivement, enfin, la fiction, on est presque gentil par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, c'est à la fois absolument génial de se dire qu'on va pouvoir fabriquer un cerveau humain, donc on va pouvoir intervenir, des gens qui ont des manques, tout à coup des carences, des maladies qui atteignent leur cerveau, on pourra peut-être les réparer. Ça, c'est pour l'aspect formidable, mais évidemment, on va aussi utiliser ça pour plein d'autres choses, bonnes ou mauvaises. Évidemment, là, on entend des tas de choses, de prophéties peut-être assez inquiétantes. Et en même temps, dans ce que nous sommes, votre livre, comme souvent, vous gardez une forme d'optimisme, en tout cas un espoir. C'est important de ne pas être complètement noir et complètement pessimiste. Ça, c'est ma nature. Moi, je crois que je suis quelqu'un de plutôt optimiste, voire utopiste, et je continue à avoir une certaine foi en l'humain. Euh, je pense on a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire ici sur Terre, donc on n'est pas là pour rien. Et c'est aussi un des propos du livre qui était déjà un peu la question dans The End, où à un moment, la nature décide de se débarrasser des humains parce que voilà, les humains ont eu comme une période d'essai qui n'a pas été vraiment
une réussite. Donc la nature décide de nous supprimer simplement parce qu'on n'a plus un intérêt dans le dessin général de la planète. Mais il y avait quand même l'idée qu'on avait une seconde chance. Ce qui n'est pas très naturel. Généralement, la nature, quand elle supprime quelque chose, il n'y a pas vraiment de seconde chance. Ça, c'est notre culture, c'est l'Arche de Noé, c'est un côté un peu romantique qu'on a dans la manière de raconter les histoires. Mais moi, voilà, j'ai envie de croire à ça. J'ai envie de croire qu'on a la capacité de s'améliorer et que, effectivement, on a développé des capacités tellement incroyables, mais il nous manque probablement un socle à tout ça, un sens à tout ça, en fait. On se rend compte que toute cette culture, toute cette technique qu'on est en train de développer, elle est au service majoritairement du divertissement pour des choses assez connes, en fait. Donc, on se dit, mais au fond, c'est vrai qu'on sert à rien, quoi. On est en train d'essayer de trouver comment s'occuper et se divertir pendant les 80 ou les 100 ans sur lesquels on va être sur cette terre. Et c'est un peu maigre comme postulat, quoi. Donc, moi, je suis persuadé qu'on a autre chose à faire de plus intéressant. Justement, si là, demain, on vous propose un implant cérébral qui consomme très peu et qui n'est pas trop cher et que vous pouvez le prendre, est-ce que vous accepteriez et qu'est-ce que vous en feriez? Ah, mais j'accepterais sûrement parce que en même temps, je suis très curieux et j'ai envie d'essayer ces nouvelles choses et je trouve que c'est assez formidable, mais je serais sûrement entre curieux et terrifié et bah, on se rend compte quand on est quand on fait un métier artistique, on se rend compte qu'on est bloqué par. Il y a un moment, on est face à des murs, on est face à des limites qui sont notre virtuosité, nos mains, notre capacité de concentration. Et si on pouvait dépasser ça, ce serait génial. Ça a été aussi, tout l'attrait des drogues dans la communauté artistique il y a 50 ans, 40 ans en arrière. Ça a été ça. C'était un moment où on peut ouvrir des portes, on peut aller beaucoup plus loin. Donc le monde s'est dit, waouh, majoritairement. Les gens ont fait des trucs super nazes avec ça. Et beaucoup de gens étaient surtout persuadés d'être des génies parce qu'ils étaient sous drogue, mais ils n'en étaient pas. Il y a peu de gens qui ont fait des choses géniales, et ceux qui l'ont fait sous drogue, je pense qu'ils l'auraient fait aussi sans. Donc voilà. Mais oui, on a envie de se dépasser, forcément. Très bien, merci beaucoup Zep d'avoir répondu à nos questions. L'album Ce que nous sommes sortira donc le 16 mars. Je laisserai à chaque lecteur se faire une idée de oui ou non un implant cérébral. En tout cas, merci encore pour cette belle histoire. Alors, il est l'heure pour tous de quitter nos implants cérébraux, ou en tout cas presque l'heure de nous quitter tout court. Mais avant cela, on retrouve Manon Ribis de la librairie BD Lire à Tours. J'imagine que comme nous, vous avez tous envie de lire l'album de Zep Ce que nous sommes, mais vous êtes là pour nous présenter en conclusion l'univers de La Venin de Laurent Astier, un haletant western au féminin dont le 4e tome vient de sortir. Donc oui, effectivement, superbe saga, premier tome sorti en 2019, imaginé, scénarisé, dessiné entièrement par Laurent Astier, donc qui nous fait voyager dans le temps, à l'aube du XXe siècle, aux États-Unis. On suit le parcours de cette femme, donc Émilie Lavenin, qui arrive en fait de sa Nouvelle-Orléans natale dans un petit village, Silver Creek, donc le vrai Far West. Elle arrive pour se marier, sauf qu'en arrivant, elle apprend que son futur mari est décédé et elle décide du coup d'héberger dans un hôtel de prostituées en devenant elle-même prostituée. Et on se rend compte qu'en fait, elle n'est pas venue pour se marier, mais pour un projet beaucoup plus complexe, beaucoup plus sombre, qui est celui en fait de tuer en fait le sénateur qui arrive quelques semaines après son arrivée. Et on comprend alors qu'il y a un double récit qui se met en place. Il s'agit de tuer ce sénateur, mais de tuer aussi en fait l'ensemble des assassins présumés de sa mère, qui est décédée 15 ans auparavant. Et là s'engage un double récit, le récit au passé donc de cette jeune Émilie qui voit l'assassinat de sa mère, et le récit au présent, ce récit de vraie vengeance en fait. Oui, ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est que
petit à petit, brique après brique, on va comprendre ce qu'on voit depuis le début en fait. Et donc Laurent Astier vraiment ménage son suspense alors on est plutôt dans un décor assez familier, le décor du western hollywoodien. Exactement, en utilisant en plus les codes très classiques en fait du western. Laurent Astier le dit lui-même que c'était un grand lecteur des fumetti, qu'il est passionné de western. D'ailleurs, on voit vraiment plein de références en fait de ce milieu-là, des références cinématographiques très fortes, bien sûr au cinéma de Sergio Leone, l'arrivée d'Émilie à la gare habillée avec une robe incroyable à la Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, il y a beaucoup de références à ce cinéma de genre, et en même temps l'envie aussi de le rendre moderne justement avec ce double récit fort, et un récit d'une Amérique en construction aussi. C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir ces deux parcours différents, le voyage d'Émilie dans différents territoires en fait qui se construisent, qui se renouvellent en fait. Et alors c'est aussi, évidemment, comme c'est une héroïne, c'est le western dans un regard féminin par rapport à toutes les séquences qu'on connaît, donc la gare, le saloon, et en même temps, on a ce regard, et cette héroïne qui a beaucoup de secrets, mais aussi donc une vision différente de ce décor-là. Complètement, le fait d'utiliser un personnage féminin, c'est assez fort, parce que là, pour le coup, c'est une vision assez moderne du western, dans les classiques Blueberry, etc. Pareil, qui sont fortement inspirés de Laurent Astier. L'objectif, c'est aussi d'avoir une double vision, en fait, puisque on a à la fois ce personnage féminin jeune fille et jeune femme qui en plus doit endosser des rôles en fait pour pouvoir mener donc sa mission de vengeance, donc de tuer ces fameux personnages. Donc dans chaque album, ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit en métamorphose à chaque fois. Elle va endosser donc le rôle d'une prostituée, elle va aussi être une institutrice, une danseuse. Voilà, à chaque fois, ce personnage-là est vraiment dans une mouvance. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'à la fin de chaque album, on a accès en fait à ses carnets. Donc la vision vraiment subjective du personnage et de se rendre compte des émotions qu'elle peut avoir à chaque moment, et l'objectif, c'est de montrer sa métamorphose en tant que tueuse à gages. Est-ce qu'on arrive à l'aimer quand même? Parce que aimer un tueur, aimer une tueuse, c'est pas si facile. Oui, c'est vrai. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant et ce qu'on aime beaucoup dans les albums de Laurent Astier, c'est justement ce point de vue où au départ on a un personnage assez froid, assez distant, une tueuse, et le fait d'avoir ce double récit nous permet aussi d'entrer dans une forme d'intimité et de recherche personnelle. C'est vraiment le petit récit dans le grand récit aussi, de voir ce personnage évoluer au fur et à mesure des albums, et on a hâte d'avoir le 5e tome, le final. Le grand final. On attendra encore un petit peu, même si Laurent Astier travaille très vite et les parutions sont assez rapprochées. Donc voilà, L'Avenin aux éditions Rue de Sèvres, le 4e et avant-dernier tome vient de sortir, une saga vraiment haletante qu'on vous conseille. Merci Manon d'être venue nous présenter ce cycle, et merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Oui, il touche déjà à sa fin. Merci à tous les auteurs de Rue de Sèvres et du label 619 d'être venus répondre à nos questions. Nous espérons ici à Livre Hebdo que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous passerez un excellent moment à la lecture des albums de Rue de Sèvres et du label 619 à paraître ce premier semestre 2022. Merci à toutes et à tous et à bientôt.